Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait que nous avons eu des avancées au niveau de la fusion nucléaire. Bon, on verra aussi pourquoi ça va encore prendre du temps. Nous avons aussi pas mal de nouveautés au niveau carte graphique, genre énormément en fait à partager. Notamment Intel qui a fait une update à ses drivers qui permet de booster les performances dans les jeux DirectX 9, donc ça c'est plutôt cool. Et plein d'autres choses. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Inocen et leur écran portable OLED de 15 pouces. Inocen, si vous ne savez pas, est fabricant d'écrans portables. Donc si vous avez un ordinateur portable que vous transportez souvent mais que vous avez besoin d'un petit peu plus de place, par exemple pour faire de l'édition vidéo ou pour tout simplement mettre Discord pendant que vous jouez, eh bien un des écrans portables d'Inocen est parfait pour vous. Ici, je vous présente le 15A1F. C'est un écran portable de 15,6 pouces avec une dalle OLED 1080p. Vous avez donc une qualité d'image qui est juste excellente, franchement. Les temps de réponse aussi sont très bas. Et du coup, aussi, un truc assez important, c'est que s'il y a une image sombre sur l'écran, les pixels sont vraiment éteints. Donc ça permet d'économiser un petit peu d'énergie. Et évidemment, tout ça dans un format très fin, facile à transporter et assez léger. Et vous avez même un petit pied magnétique à l'arrière qui vous permet de le dresser comme vous voulez, même en mode portrait. C'est donc un compagnon parfait pour votre ordinateur portable, mais aussi par exemple votre Switch. Et si vous avez par exemple une Switch OLED, eh bien ça vous permet d'avoir un écran d'aussi bonne qualité que celui que vous avez sur la Switch OLED, mais avec une plus haute résolution et tout en restant facile à transporter. Et en plus de ça, la qualité de construction est juste excellente. Quand je l'ai déballé la première fois, j'avais l'impression d'avoir déballé une tablette avec un châssis en métal, c'est pour dire. Et d'ailleurs, en parlant de déballer, dans la boîte, vous aurez une alimentation USB type C, vous aurez aussi deux câbles USB type C, un pour l'énergie, un pour les données, et ainsi qu'un câble mini HDMI vers HDMI, parce que vous pouvez brancher cet écran de deux manières, soit en USB type C ou soit via l'HDMI. Du coup, n'hésitez pas à découvrir dès maintenant cet écran Inocen ainsi que tous leurs autres modèles en suivant le lien dans la description. Encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et commençons du coup ce Texama Show. La première news de la semaine, c'est le fait qu'une équipe de scientifiques aux États-Unis a réussi à faire quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, et c'est tout simplement récupérer ou plutôt produire plus d'énergie qui n'y a été mis pour créer une réaction de fusion nucléaire. Et ça, c'est une chose assez différente avec la fusion nucléaire par rapport à la fission nucléaire qu'on a à peu près partout ici, en tout cas en France. Si vous regardez depuis la France, 80% de l'électricité vient de la fission nucléaire. Là, la fission nucléaire, vous êtes plutôt en mode, vous empêchez que la réaction déballe et fasse n'importe quoi, genre qu'elle passe hors contrôle. Fusion nucléaire, vous devez littéralement injecter de l'énergie pour la continuer. Vous utilisez notamment des lasers haute performance, des lasers qui sont extrêmement puissants pour chauffer des gaz et les mettre dans un état de plasma. Et du coup, après, ce plasma, si vous le compressez suffisamment, vous pouvez créer une réaction de fusion nucléaire. C'est basiquement un peu comme ça qu'il le fait. Je résume très largement. Voilà, j'espère que je ne vais pas avoir un scientifique de fusion nucléaire dans les commentaires. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils font. Bref, dans tous les cas, aussi autre chose notable par rapport à ces scientifiques-là, c'est que ils ne font pas vraiment comme les autres. La plupart des réacteurs de test de fusion nucléaire dans le monde, c'est des tokamaks, c'est ça, il me semble. C'est basiquement un gros donut. Ouais. Et en fait, vous injectez le plasma en fusion dedans, et autour de tous ces donuts, vous avez des aimants, des électroaimants même extrêmement puissants, qui maintiennent ce plasma en suspension dans les airs. Parce que le plasma est tellement chaud qu'il ferait littéralement fondre n'importe quoi. Et puis après, vous le faites tourner dans ce donut. Et vous maintenez la réaction comme ça. Et vous essayez de compresser évidemment ce plasma pour créer justement la réaction de fusion nucléaire. Ici, ces scientifiques-là n'utilisent pas un tokamak. Ce qu'ils ont plutôt, je crois qu'on voyait mieux dans la vidéo, mais il me semble qu'il y a un YouTuber qui a fait une vidéo sur ce réacteur en particulier. Il est en grande partie financé par l'État américain, d'ailleurs, si je me souviens bien. Dans tous les cas, le réacteur est très différent parce que, en fait, eux, c'est une sphère avec des lasers de tous les côtés. Il y en a 192. Et ils dropent une petite capsule qui contient, pour information, du coup, les deux gaz utilisés, c'est le deutérium et le tritium. Et du coup, les lasers en même temps tirent sur cette capsule, la chauffent, transforment en plasma, du coup, évidemment. Et les lasers aussi permettent de compresser justement tout cela pour créer la réaction de fusion nucléaire. Parce que la fusion, évidemment, on fusionne des atomes plutôt que de les casser en deux. Et du coup, là, c'est très différent de ce qu'on fait avec les tokamaks. Parce que les tokamaks, vous essayez plutôt de maintenir la réaction
et de continuer de la maintenir. Vous rajoutez du gaz de temps en temps et vous faites tourner, basiquement. Ici, c'est plus comme un moteur de voiture, peut-être. C'est que vous faites une impulsion, ça crée de l'énergie, génial. Et puis, vous renvoyez une autre capsule, vous refaites une nouvelle impulsion. Donc, vous faites plusieurs petites réactions de fusion nucléaire à la chaîne, en fait. Et vous continuez d'en faire. Comme un moteur un peu à piston fait des explosions, plusieurs explosions comme ça, d'affilée pour créer justement de l'énergie mécanique derrière et faire avancer votre voiture. Donc, c'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et visiblement, ça marche plutôt bien. Évidemment, comme toute découverte scientifique, ça doit être, selon moi, déjà analysé par d'autres scientifiques dans le même milieu qui peuvent confirmer les résultats, parce que peut-être que Jean-Michel, qui travaille là-bas, il a fait une petite erreur dans ses calculs et en fait, il n'y a pas eu un gain d'énergie. Aussi, tenez-en compte, c'est qu'ils n'ont pas récupéré de l'électricité. C'est un réacteur de test. Donc, ils ont plutôt mesuré l'énergie qui sortait de la réaction et ils ont vu que oui, on a généré plus d'énergie que ce qu'on a mis dedans pour créer la réaction avec les lasers. Parce qu'ils ont utilisé, il me semble, 2 mégajoules avec les lasers et ils ont retiré d'énergie, ou plutôt, ça a émis 3 mégajoules d'énergie avec la réaction. Mais, quand même, quoi qu'il arrive, c'est prometteur. Bien évidemment, le problème avec la fusion nucléaire aussi, c'est que c'est extrêmement complexe. Pour info, il me semble que ce réacteur coûtait, il me semblait qu'il le disait, dans les 3 milliards de dollars. Ou plutôt, ça a coûté 3 milliards de dollars pour en arriver à ce point-là. Évidemment, s'ils devaient le refaire maintenant avec tout ce qu'ils ont appris, ils le feraient pour moins cher, ça semble logique. Mais voilà, 3 milliards de dollars pour 3 mégajoules, c'est pas non plus... Voilà, il y a moyen de faire mieux, beaucoup plus facilement. Mais bon, c'est prometteur quoi qu'il arrive. S'ils arrivent, et c'est là le plus important, les prochaines étapes, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire après. La prochaine étape, ce serait déjà de voir s'ils peuvent faire ça... ils peuvent recréer ce résultat. Ça semble assez logique parce que c'est bien de le faire une fois. C'est mieux de le faire 100 fois, 1000 fois. Voir aussi si à force de recréer la réaction, il n'y a pas des problèmes. Peut-être que les lasers se détériorent trop vite et qu'il faut les changer ou ce genre de choses. Ça pourrait être un problème. Ils devront tester ça. Et aussi, le plus important, il faut récupérer cette énergie. Et ça, c'est hyper important. Il y a 3 mégajoules qui ont été créés. Il faut qu'ils récupèrent en tout cas plus de 2 mégajoules, c'est ce qu'ils ont mis, ou sinon ça n'a aucun intérêt. Et comment récupérer cette énergie, vous allez me dire? Mais tout simplement, le plus basique, et c'est ce qui est utilisé dans la plupart des trucs de génération d'énergie, c'est faire de la vapeur d'eau. Donc ce serait d'avoir peut-être des canalisations d'eau qui passent plus loin évidemment de la réaction, parce que si c'est trop près, les canalisations même fondraient, mais avoir quelque chose qui fait chauffer l'eau sur le bord du réacteur, qui permettent aussi en partie de le refroidir, certainement. Et du coup, cette énergie, ces 3 mégajoules, pourraient finir sous forme de vapeur. Au final, ça créerait de la vapeur. Et après, vous pouvez activer des turbines et générer de l'électricité. Mais le truc, c'est que c'est pas parce qu'ils ont réussi à générer 3 mégajoules qu'ils vont récupérer réellement 3 mégajoules s'ils mettent un système en place pour récupérer justement la chaleur générée, plutôt de l'énergie générée et le transformer en électricité. C'est juste... C'est pas garanti. Il y a toujours des pertes et tout ça. Et il faut voir s'ils arrivent justement à minimiser les pertes et avoir un gain net d'énergie. Et après, la prochaine étape après ça, ce sera tout simplement maintenir la réaction en boucle. Là, s'ils arrivent à récupérer de l'électricité grâce à ça, eh bien, ils feront un truc où le réacteur tourne en boucle. Il s'auto-alimente lui-même pour relancer la prochaine réaction. Et si tout va bien, ça tourne en boucle et du coup, ça génère de l'électricité qui peut être utilisée. Mais bon, ça va prendre du temps. Et en général, ils le disent souvent. Si vous entendez, à chaque fois que vous regardez des trucs sur la fusion nucléaire, personnellement, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai déjà pas mal regardé le contenu dessus. Mais ça se résume toujours à « Oh, on a fait des progrès sur la fusion nucléaire. Ça devra arriver dans 20 ans. » Et ça fait 40 ans qu'ils disent ça. Donc, yep. On verra bien. C'est un bon progrès. Maintenant, il faut voir pour le reste. Ensuite, en parlant de quelque chose qu'on verra bien aussi, tout simplement, TikTok qui pourrait être banni aux États-Unis. Oui, ça revient. Pour ceux qui sont en mode « Oh, deuxième épisode de la saga », parce que c'était déjà arrivé il y a quelques années. Il y avait justement Donald Trump, quand il était encore président, voulait bannir TikTok.
ou en tout cas que TikTok soit racheté par une entreprise américaine. Finalement, ils n'avaient pas été rachetés, mais ils avaient fait un partenariat avec, c'était Oracle pour le stockage des données, ce qui avait un petit peu rassuré le gouvernement américain, mais au final, Oracle avait plein de failles de sécurité et tout ça. Enfin bref, dans tous les cas, maintenant, il y a à nouveau, tout simplement, des représentants aux États-Unis qui voudraient que TikTok soit banni. Quel est le problème? Pourquoi ils veulent que ce soit banni, pour ceux qui se demandent? Alors, c'est pas dû au fait qu'il y a des gens qui ont posté des danses cringe sur TikTok. Bon, ça, personnellement, selon moi, ça mériterait d'être banni. Mais non, c'est à cause d'un autre problème. C'est dû au fait qu'il y a, une réelle crainte que TikTok collecte énormément de données qui peut être exploité par le gouvernement chinois. Alors, il y en a qui vont me dire, est-ce que c'est pas ce que fait le gouvernement américain déjà avec tous les réseaux sociaux qui sont américains? Et je vous répondrai que oui, totalement, en réalité. Donc, nous, pour les Européens, on est juste en mode, hey, mais c'est ce que vous faites. Mais bon, évidemment, les Américains, eux, ils n'aiment pas qu'on leur fasse ce qu'ils font aux autres. Ça semble assez logique. Ou alors, ils veulent juste le faire à eux-mêmes. Ils veulent s'espionner eux-mêmes. Mais si quelqu'un d'autre les espionne, ça ne va pas. Donc, c'est principalement pour ça qu'ils voudraient bannir TikTok. Il y a d'autres raisons qui pourraient aussi justifier de bannir TikTok. Déjà, il y a des fois des contenus qui sont plus que discutables sur TikTok, honnêtement, qui ne mériteraient pas d'être postés sur la plateforme. Et TikTok a un petit peu du mal à vérifier ce qui est posté sur leur plateforme. Donc ça pourrait être aussi un autre problème. Mais non, ça vient principalement, quoi qu'il arrive, du fait que ces données pourraient être exploitées par justement le gouvernement chinois. Alors, il y en a qui vont me dire, mais auparavant, j'aurais dit la même chose que vous. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce que ça sert que le gouvernement chinois ait des données sur les Américains? Genre, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Oh, ils vont savoir que Jean-Michel, bon, il n'y a pas de Jean-Michel aux États-Unis, à mon avis, mais ils vont savoir que ce gars-là, aux États-Unis, il aime bien manger des donuts et il aime bien regarder des danses TikTok sur des musiques de Taylor Swift. Ok, qu'est-ce que ça change? En réalité, il y avait une autre news très intéressante, c'est que la Chine a créé des postes de police en dehors de la Chine, dans des pays genre du monde entier en fait, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc ces postes de police permettent de contrôler les citoyens chinois qui ont quitté la Chine, mais qui auraient peut-être encore de la famille là-bas, et de, par exemple, les menacer de « Hey, si tu continues de faire n'importe quoi, tu retournes en Chine ou sinon il arrivera quelque chose à ta famille. » Du coup, collecter des données via TikTok, qui est hyper populaire, permettrait d'avoir des données sur ces ressortissants chinois déjà. Ça pourrait être une raison. Mais il y a aussi d'autres raisons où peut-être que la Chine pourrait récupérer des données aussi très importantes d'entreprises. Parce que peut-être que vous avez justement Jean-Michel qui est au bureau dans son entreprise en France, et Jean-Michel regarde des TikTok au lieu de travailler. Du coup, l'application TikTok tourne. Et peut-être qu'elle arrive à récupérer des données qui concernent son travail. Et ça pourrait être de l'espionnage industriel carrément. Donc ouais, il y a pas mal de trucs en réalité où ils pourraient vraiment faire des choses mauvaises avec ces données-là. Évidemment, ça semble logique. Les données de, je sais pas moi, Kevin, 15 ans, qui va au collège, la Chine n'en a rien à faire, certainement. Eux, ils veulent récupérer des données qui ont plus de poids, qui sont plus intéressantes. Mais bon, il y a aussi le fait qu'en 2022, et même en réalité dans les années 2000, quoi qu'il arrive, l'information est devenue une ressource en fait. C'est une ressource assez intéressante pour déjà développer des IA. Ça peut être aussi utilisé pour, même au niveau commercial, l'information. Et c'est ça que Google adore, l'information, Facebook et tout ça, c'est qu'eux, ils peuvent l'utiliser. C'est une ressource qui peut être utilisée pour générer de l'argent ou générer justement des choses mauvaises. Donc, c'est une énorme source d'information, TikTok. Genre énorme, vraiment énorme. Et ça pourrait être utilisé dans ce cas-là. Ensuite, on change de sujet ici. Nous avons Apple qui planifierait apparemment de autoriser le sideloading et les App Store tierces dès 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sideloading, c'est tout simplement permettre à quelqu'un d'installer lui-même une application sur son iPhone qui n'a jamais été postée sur l'App Store. Donc ça permettrait d'installer pratiquement n'importe quelle application au final, qui a été faite pour un iPhone en tout cas.
ou en appareil iOS. Et évidemment, un store tierce, ça permettrait mais justement à, par exemple, Epic, d'avoir leur propre store. Et donc, vous le téléchargez sur le site Epic, par exemple, vous l'installez sur votre iPhone, et vous avez le store Epic qui vous permet d'acheter acheter Fortnite. Installer Fortnite, acheter des V-Bucks et tout le tralala, et outrepasser totalement les 30% d'Apple. C'est quelque chose aussi que Google est en train de regarder. Le sideloading sur Android est déjà possible, évidemment, depuis très longtemps. Il me semble aussi que le sideloading est techniquement possible sur Apple, mais c'est juste parce que si vous êtes développeur ou autre chose. Mais là, on parle d'un sideloading facile. Hein, on parle pas de... Voilà, il faut bidouiller. Donc, c'est évidemment possible sur Android, mais les stores tiers sur Android, il y en a. En réalité, il y a Samsung qui en a un, vous avez Amazon qui en a un, mais il faut que... Voilà, c'est un peu compliqué de les installer, ou alors il faut qu'ils arrivent avec le téléphone ou l'appareil. Celui d'Amazon, évidemment, il est fourni sur les tablettes Amazon, donc il n'y a pas besoin de l'installer, c'est très facile. Le Samsung Store, il est installé sur les téléphones Samsung, donc c'est ultra facile. Là, on parle d'un système qui permettrait de plus facilement, évidemment, récupérer des tierces ici et de les installer facilement. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui a été critiqué, c'est que ben, si ça ressemble à un bidouillage d'installer un App Store tierce, où il faut autoriser les sources inconnues, il faut aller dans les paramètres, l'installer, il y a des warnings partout en mode faites attention et tout ça. Mais la plupart des gens ne le feront pas, ils auront peur en fait de le faire. Et du coup, ça a été critiqué. Et du coup, forcément, ces critiques sont valides parce que ça permet à Apple et Google de plus facilement continuer leur monopoly. On le voit très clairement, une application qui n'est pas sur le Play Store sur Android, elle aura du mal à réussir, honnêtement. Ou même, elle ne réussira jamais, personne ne la connaîtra. Et une application qui n'est pas sur l'App Store sur iOS, encore une fois, là, bah, personne ne la connaîtrait ou sinon personne ne pourrait l'installer. Donc, c'est évidemment très important qu'on puisse le faire plus facilement. Mais ça va mener à certainement des problèmes de sécurité. Un petit peu comme je sais pas moi, un laptop ou un ordinateur Windows, où là, évidemment, il n'y a pas vraiment de store officiel. Il y a le Microsoft Store, mais c'est jamais devenu le store officiel. Et du coup, ben, vous pouvez installer des applications qui viennent de n'importe où et qui ont été codées par n'importe qui et qu'il y a zéro vérification derrière. Il y aura des problèmes de sécurité. Mais bien évidemment, selon moi, le meilleur moyen d'éviter tous ces problèmes, c'est juste d'avoir un peu de bon sens, de ne pas télécharger un supposé Epic Store ou supposé application Fortnite sur un site qui a l'air chelou, et vous devriez vous en sortir. Mais il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui ne feront pas attention et qui se feront avoir. Donc, ouais, je le sens venir. Ma foi, je ferai quelques vidéos quand ça arrivera sur comment faire attention ou comment installer correctement des applications et tout ça, quand ce sera possible, ma foi. Ensuite, tant qu'on est un petit peu dans le domaine des smartphones, nous avons Oppo qui a montré de nouveaux téléphones pliables. Vous avez le Oppo Find N2 et le Oppo Find N2 Flip, qui évidemment est comme le Galaxy Flip, donc c'est vraiment copié, honnêtement. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est le N2 normal, donc ça ressemble au Fold, basiquement. Un peu plus petit en réalité. Il reste assez compact. Vous voyez, là, l'écran principal est assez compact. Et quand il s'ouvre, il fait 7,6 pouces, il me semble. Donc, c'est pas trop mal, en vrai. Il rentre facilement dans une poche, bien sûr. Il n'a pas l'air trop épais non plus, donc ça va. Et globalement, c'est intéressant de voir un petit peu plus d'acteurs sur le marché, même s'ils avaient déjà un téléphone pliable, hein, il faut le savoir. Ils avaient déjà le Oppo Find N1. Et c'est intéressant de voir un petit peu plus d'action sur le marché des téléphones pliables. Après, malheureusement, c'est toujours le même problème. Il coûte la peau des fesses. Le Oppo Find N2, il me semble, oui, en Chine, il est à 1147 $. Et c'est en Chine. En Europe, il coûterait 1200, enfin même plus en vrai, 1400 € facilement. Donc ça, c'est le vrai problème des téléphones pliables. Je pense que la technologie des téléphones pliables est à un niveau où c'est bon, c'est suffisamment bon, mais le prix est juste dégueulasse en fait. Et pourtant, ce que vous avez dans ces téléphones pliables, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. La vraie partie compliquée, c'est l'écran pliable. Et en plus, ça fait des années qu'on développe des écrans pliables OLED. Je me souviens encore voir des trucs dans les années 2010, il y avait beaucoup de trucs déjà sur les écrans OLED pliables. Donc au final, j'ai l'impression qu'on paye juste le coût de toute cette recherche pendant des années, mais les marques ne prennent aucun risque. D'habitude, vous avez des marques qui, des fois, vont vendre un produit avec une très fine marge
Mais en se disant, ben, c'est pas grave, on récupérera plus parce qu'on vient d'investir énormément dans la technologie, c'est pour ça qu'on a très peu de marge, mais au fil des années, ça s'améliorera. Ici, non, ils prennent aucun risque. Hein. Ils vous font payer toutes les recherches aussi. Et ces téléphones-là ne coûtent jamais autant à produire, soyons honnêtes. Donc, yep. C'est ça qui est un peu dommage. Maintenant, on a le Oppo Find N2 Flip qui est plus intéressant. Il est un petit peu comme le format du Galaxy Flip, hein, que j'ai juste ici, évidemment. Non, c'est un Game Mode Advance, je tiens à le préciser. Regardez, moi aussi, j'ai un smartphone pliable. Hop, génial, hein? Allô? Oui? Marche. En plus, j'ai des contrôles pour jouer et tout. Génial. Je peux même installer des jeux hyper facilement. Regardez, je vais installer Pokémon Pinball ici. Hop, facile. Bon, faut que je mette une pile pour la cartouche. Oui, il y avait des piles pour les cartouches à l'époque. Ne me demandez pas pourquoi. Bref, revenons à notre sujet, le Oppo Find N2 Flip, qui est plutôt intéressant. Regardez déjà la taille de l'écran frontal. Samsung a juste un tout petit écran qui vous permet d'afficher quelques notifications. Là, vous pouvez vraiment afficher beaucoup plus, en fait. Vous pourriez même, bon, peut-être pas répondre à quelqu'un, mais vous pourriez voir facilement un message que quelqu'un vous a envoyé. Donc ça, c'est plutôt cool. Aussi, il est très plat quand il est plié. Ça, c'est un problème avec Samsung, c'est que, bon, ils font peut-être ça pour la durabilité ou autre chose, mais les téléphones Samsung pliables, quand ils sont pliés, ils sont pas vraiment comme un livre parfaitement fermé. Il y a un petit espace là où il y a la charnière. Et du coup, genre les poussières, tout ça, tout ce qui est dans votre poche pourrait rentrer là-dedans. Et c'est pas idéal, franchement. Là, par contre, c'est beaucoup plus plat. On a évidemment un USB Type-C pour le chargement, 2 caméras. Honnêtement, c'est pas trop mal. Et là, contrairement à l'équivalent du Fold, le Flip, lui, est déjà plus raisonnable au niveau prix. Il sera à 860 $ en Chine. Ça reste très cher. Hein. Je dis plus raisonnable, mais je dis pas que c'est un prix raisonnable. Je dis juste plus raisonnable. Faites la différence. Mais ce serait du coup plus un prix qui se rapproche du Flip de chez Samsung. Et aussi plus le haut de gamme actuellement sur les smartphones. Et là, on aura un 6,8 pouces, 120 Hz à l'avant. Et l'écran à l'arrière, je ne sais pas si l'on dit... Ah oui, ici d'ailleurs, je viens de le voir, oui, ils ont mis 4300 mAh de batterie dedans. Le Galaxy Flip 4, lui, il a 3700 mAh. Donc, il y a 600 mAh en plus de batterie dedans. Ça, c'est un gros plus parce que le Flip 4, pour information, est un petit peu meilleur que le Flip 3 de chez Samsung parce qu'il utilise un processeur plus efficace, qui est le Snapdragon gravé par TSMC plutôt que Samsung. Parce que oui, tout ce qui est gravé par Samsung consomme toujours beaucoup plus. D'où pourquoi les RTX 4000 sont gravés par TSMC maintenant. Et du coup, ils ont eu une amélioration grâce à ça, mais évidemment, ça manque un petit peu. Là, 4300 mAh, ça devient bon. Vous voyez, ça devient suffisamment pour un téléphone de cette taille-là. Donc ça devrait pas mal aider. Et l'écran à l'avant fait 3,23 pouces. Ça va. Il me semble, est-ce que c'est pas la taille... Non, c'est pas la taille des tout premiers iPhones. Mais on n'est pas très loin en réalité. Et puis vous pouvez aussi accrocher ce truc-là. Si vous voulez. Ça peut être intéressant. Dans tous les cas, moi, personnellement, je suis intéressé par les téléphones pliables. Le seul truc qui me casse tout l'intérêt, c'est le prix. Parce que, yep, c'est beaucoup trop cher. Donc, génial à voir. Mais si vous baissez les prix, là, peut-être je pourrais l'acheter. Ensuite, en parlant de baisser les prix, ben justement, AMD, avec ses 7900 non X, 7700 et 7600 qui vont bientôt sortir, eh bien, on aurait eu un leak sur les prix qui à peu près probable. Ça ressemble au slideshow de chez AMD, comme vous pouvez voir. Et du coup, le 7600 sortira à 229 $, le 7700 sortira à 329 $ et le 7900 sortirait à 429 $. Pour information, si on fait un petit calcul vite fait, parce qu'évidemment, ça ne va pas être 229 €, hein, parce que voilà, on se fait un peu avoir en Europe. Même si le cours du dollar s'est un peu réajusté ces derniers temps, c'est toujours très mauvais. Du coup, ça vous donnerait certainement un prix de 200... Allez, si je devais deviner, 260 € pour le 7600. Et puis, vous auriez peut-être un petit 370 € pour le 7700. Et le 7900, lui, serait plutôt, à mon avis, juste en dessous de 500 €. Et ça, c'est selon ce qu'on a vu ces derniers temps avec les prix en dollars versus les prix en euros. Même on va le voir après avec les RX 7900.
Ensuite, nous avons évidemment les RX 7900 XTX et XT qui sont sortis. Nous avons eu les tests et elles sont sorties officiellement. Vous pouvez les acheter. S'il y a du stock, il n'y en a pas. C'est pas grave. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à en acheter en tout cas. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Évidemment, j'ai fait un test si vous ne l'avez pas vu sur le modèle XTX. Et vous avez aussi beaucoup de tests qui ont été postés, comme vous pouvez voir. Et pour information, du coup, la XTX aurait un niveau de performance au-dessus de la 4080. Même en 4K, ce qui est assez notable selon moi, parce que AMD a toujours un petit peu plus de mal en 4K, mais ici, l'avantage en réalité que Nvidia a en général en 4K ne s'est pas trop montré au final, hein, comme vous pouvez voir. Même la 4080 est un petit peu moins bonne en 4K, c'est peut-être dû au fait que Nvidia a un peu trop castré la 4080 par rapport à la 4090, mais bref, elle n'atteint évidemment pas le niveau de performance de la 4090, mais ça c'est quelque chose que on le savait, hein, AMD a clairement dit eux-mêmes que c'était une concurrente à la 4080. Mais bon, c'est pas grave. Elle arrive quand même à battre la 4080 avec quand même une marge qui est respectable, hein, à quelques pourcents par-ci par-là. Et surtout, elle le fait pour moins cher. Bon, si vous arrivez à la trouver en stock. Donc ça, c'était la 7900 XTX. Vous avez la 7900 XT qui est moins intéressante, on peut le dire. Elle se place plutôt, elle, au niveau d'une 3090 Ti, ce qui fait quand même une sacrée différence, hein, franchement. Ça fait une différence de 19% par rapport à la XTX en 4K et de 12% en 1440p. Là, on voit d'ailleurs que, on voit par contre que là, la différence où Nvidia a un petit peu plus d'avantage en 4K se montre ici avec la 7900 XT. Je pense que c'est peut-être dû au fait qu'elle est un petit peu plus castrée au niveau de ses specs et qu'elle a un petit peu plus de mal. Mais après, c'est plus une carte que je pense que beaucoup de gens utiliseraient plus en 1440p, quoi qu'il arrive. Et là, elle a quand même des très bonnes performances. Elle dépasse la 3090 Ti de manière confortable. Et donc ça, c'est quand même assez notable. Et elle n'est pas trop loin de la 4080, mais évidemment, elle est toujours en retrait. Donc il y a une différence de 10% ici et de 12%. Évidemment, ça, c'est les benchmarks de chez Tech Power Up. Je vous invite quand même à regarder, si vous êtes intéressé de les acheter, à plus de publications afin d'avoir vraiment un maximum de chiffres. Et si vous avez d'autres tâches autres que le gaming, évidemment, je vous invite aussi à regarder tout ce qui est un petit peu benchmark professionnel et tout ça. Mais bon, dans tous les cas, ces deux cartes, en particulier la 7900 XT, met une certaine pression à Nvidia. Vous avez déjà un petit peu le prix de la 4080 qui a diminué en Europe, mais évidemment, il y a encore beaucoup de marge à faire. Mais le problème derrière, par contre, c'est que il n'y a aucun stock. Donc si on regarde vite fait, même sur un site comme LDLC, bon, ils ont clairement pas les prix les plus bas, hein, ça reste LDLC. Mais bon, c'est un site assez gros, donc c'est eux qui auraient le plus de chances d'avoir du stock. Et il y a rien en stock. Totale rupture. Donc ça, c'est fort dommage. Et les prix chez LDLC, bon, évidemment, sont beaucoup plus hauts. Mais normalement, le prix a encore changé, c'est ça que je comprends pas. Depuis, genre, il y avait un prix annoncé. Pendant ma vidéo de test, j'ai regardé le prix qui était plus bas que le prix annoncé. OK. Et le prix a encore changé. Je vais vous montrer. Donc, si on regarde... Oh! En réalité, il y a des 7900 XT en stock maintenant. Mais le prix a encore diminué. Donc, elle est à 1015 €, la 7900 XT, au plus bas. Donc, ça, ce sera vraiment le plus bas parce que c'est le modèle référence. En plus, vendu par AMD directement. Donc, c'est peu probable que vous trouvez moins cher. Et la 7900 XTX, elle est vendue 1128 €. Ce qui est un petit peu plus bas que quand j'ai fait ma vidéo parce qu'elle était à 1135 € à ce moment-là. Donc je ne sais pas pourquoi elle continue de juste très légèrement diminuer. Peut-être que AMD ajuste le prix selon le cours du dollar en direct, ce qui serait une plutôt bonne chose en vrai. Et s'ils le font réellement, là je dis respect parce que les autres constructeurs ils se le font pas, hein. Apple, hein, le dollar a diminué un petit peu par rapport à l'euro. Comparé à ce qui c'était il y a quelques semaines. Les prix sont toujours là où ils sont avec Apple. Hein. Vous achetez toujours l'iPhone 14 bien cher. Hein. Mais là, visiblement, ils adaptent, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, que la 7900 XT en stock ici. Donc, s'il y en a intéressé par la 7900 XT, voilà, en stock, je suppose. Après, bien sûr, il faut parler de... Est-ce qu'elle est réellement intéressante, celle-là? Selon moi, la 7900 XTX est plus intéressante. Après, on est sur des cartes graphiques qui coûtent 1000 € et 1100 €. Donc, c'est clairement pas pour tout le monde. Là, on est clairement dans le ultra haut de gamme. Mais moi, je pense que le ultra haut de gamme d'AMD a beaucoup plus de sens que le ultra haut de gamme d'NVIDIA, évidemment. Il y a aussi le débat sur les noms de ces cartes graphiques où AMD a un petit peu fait une NVIDIA ici, où la 7900 XTX
c'est juste une 7900. Elle aurait dû s'appeler 7900 XT et la 7900 XT aurait dû s'appeler 7800 XT. Ils ont clairement fait un « Oh, on va pousser les noms vers le haut, mais en fait, ça ne change rien pour donner l'impression aux gens que c'est plus puissant. » Donc ça, c'est un peu ce qu'a fait Nvidia. Est-ce qu'on peut leur en vouloir après que Nvidia l'ait fait? À vous de décider. Moi, ce que je regarde surtout, c'est combien vous payez pour la carte graphique et le niveau de performance que vous avez. Et là, AMD offre quelque chose d'assez intéressant. Si vous arrivez à la trouver en stock, évidemment, et si vous ne la payez pas trop cher. Donc là, la 7900 XT, si la 7900 XTX n'arrive pas en stock jamais, peut être intéressante en vrai. 1115 € pour une carte de ce niveau de performance-là, ça va encore. Pas pour tout le monde, encore une fois, mais ça va encore. Donc ouais, elle est en stock pour ceux qui seraient intéressés, ma foi, n'hésitez pas. Vous allez sur c'est le shop AMD, vous tapez AMD Shop sur Google, vous le trouverez assez vite. Et vous pouvez acheter des trucs là. Vous pouvez acheter depuis la France d'ailleurs, donc pas d'inquiétude là-dessus. Je sais pas si en tant que Belge, par contre, je peux acheter depuis leur site, mais yep. Si vous êtes français, vous pouvez acheter sans problème. Ensuite, on va parler du troisième acteur au niveau carte graphique qui, même s'il n'a pas sorti la meilleure carte graphique au monde, a au moins le mérite d'apporter un peu plus de concurrence. Bon, même si cette concurrence a du mal à aussi faire concurrence à la concurrence actuelle. Bref, dans tous les cas, Intel a sorti un nouveau driver qui commence à fixer les problèmes de performance dans les vieux jeux. Parce que l'un des gros problèmes des Intel Arc, c'est que c'est un peu des cartes graphiques qui sont designées pour le présent, mais surtout le futur. Notamment, elles ont besoin de Resizable Bar, activé par défaut. Vous pouvez seulement les mettre sur des systèmes assez récents quand même. Et elles sont aussi, du coup, elles ne supportent pas, par défaut, DirectX 9. Non, réellement. Si vous faites tourner un jeu en DirectX 9 sur une de ces cartes, en fait, vous avez un set d'instructions qui existe dans DirectX 12 qui permet de convertir vers du DirectX 9. Donc, c'est un peu de l'émulation en quelque sorte. Et du coup, ça a évidemment un coût en performance. Ici, Intel a fait quand même des gros gains. Donc, vous pouvez voir les niveaux de performance de la Arc justement avant. C'est la Arc 770, voilà, juste avant ce driver et après ce driver-là. Et vous pouvez voir des jeux notamment, c'est quand même, il faut les citer parce que c'est des jeux qui sont les plus joués au monde. League of Legends qui a eu un gain et CSGO notamment aussi, qui était l'un des jeux qui avait eu le plus de problèmes. Et puis d'autres jeux où vous avez juste un petit gain. Ils ont gagné. C'est combien là? Je vais même à voir. Est-ce que c'est... Oh, ils ont gagné 6 FPS là. Waouh! Incroyable! Génial les gars. Bon travail. Bon, en réalité, c'est quand même un gain, donc il faut quand même le noter. Mais yep. C'est surtout League of Legends et CSGO que je vois. StarCraft 2 aussi en réalité. Donc, parfois, Intel a encore du chemin à faire, mais il progresse. Et personnellement, j'espère qu'ils vont continuer de progresser. J'espère que dans 5 ans, on aura un marché de la carte graphique où vous avez Intel, AMD et Nvidia qui sont réellement en concurrence. Genre, ils ont tous les trois plusieurs cartes graphiques à différentes gammes de prix qui sont vraiment en concurrence. Et si ça arrive, on devra avoir des meilleurs prix quoi qu'il arrive. Ensuite, nous avons une news assez intéressante et c'est le fait que Steam, évidemment, poste des données sur tout ce qui est un petit peu carte graphique, processeur, le nombre de CPU dans un système sur leur site. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu, ah bah tiens, quelle est la configuration la plus populaire sur Steam? Par exemple, vous verrez que les processeurs, c'est des processeurs 4 cœurs qui sont les plus populaires. Ensuite, vous avez les 6 cœurs et puis les 8 cœurs et c'est seulement les 2 cœurs après. Donc maintenant, la plupart des gens qui utilisent Steam, en tout cas, ont des processeurs 4 cœurs. Bon, 4 cœurs, ça veut dire aussi 4 threads en réalité, il me semble. Donc ça peut inclure des Core i3 de 2 cœurs avec 4 threads. Mais dans tous les cas, c'est très intéressant. Un autre truc très intéressant, c'est qu'ils ont aussi des données sur les cartes graphiques utilisées. Et là, vous pouvez voir que la carte graphique la plus populaire à l'heure actuelle est la GTX 1650. Et en réalité, elle vient juste de passer number one. La carte qui était la plus populaire avant ça était la GTX 1060. Et celle après était la 2060. Vous avez la 3060 pour ordinateur portable, la 1050 Ti, la 3060, la 1660 Ti et enfin, la première carte qu'on peut considérer comme haut de gamme, la 3070. Donc ça vous montre que la plupart des gens n'utilisent pas des 3080, des 3090 ou autre chose comme Nvidia le laisserait penser ou ce que Nvidia voudrait. Là, en fait, on a surtout des cartes milieu de gamme et ça montre à quel point,
encore une fois, le marché du milieu de gamme est très important. On a même aussi, au final, la carte la plus populaire, c'est une carte d'entrée de gamme. C'est une carte qui est sortie à 160 € normalement. Et la raison pour laquelle elle est aussi populaire, après, on va être honnête, c'est dû au fait que les prix ont augmenté. La 2060, enfin la 1060 quand elle est sortie, elle était dans les 200-300 €, dépendant du modèle, tout ça. Il y avait un modèle 3 Go et 6 Go évidemment. Et puis la 2060, elle est sortie directement à au-dessus de ces 300 €. Et la 3060 était censée être à 310 €, évidemment, elle était plus à 400 et 500 €. Donc, c'est certainement pour ça que la 1650 est devenue aussi populaire. Si Nvidia avait fait un peu plus d'efforts sur les prix des 3060, elle serait certainement pas très loin du top. Mais bon, je ne crois pas que, vu ce qu'ils font ces derniers temps, qu'on reverra on verra la 4060 atteindre le top, par exemple, de cette charte. C'est très peu probable. Mais bon, encore une fois, ça vous montre que, justement, Intel, qui a sorti la Arc à un niveau de prix similaire à la 3060, avait raison. C'est là où il y a le plus de cartes graphiques. C'est là où il y a le plus à faire, au final. C'est là où il y a le vrai marché de la carte graphique. Mais bon, vous avez quand même la 3070, comme j'ai dit, dans le pratiquement top 10, oui. La 3060 Ti est la seule carte graphique vraiment haut de gamme. Après ça, c'est la 3080, qui quand même, évidemment, était très populaire parce qu'elle avait réellement des bonnes performances pour le prix, même si c'est une carte haut de gamme. On a aussi, très intéressant, la première carte graphique AMD, c'est AMD Radeon Graphics. Donc, c'est le chipset graphique intégré à certainement des ordinateurs portables. Donc, yep. Et puis, la première carte Intel est évidemment un chipset graphique intégré. Et c'est quand même le chipset Iris en réalité. Donc, ça, c'est plutôt... C'est pas un mauvais chipset graphique en vrai, hein, pour... si vous l'avez, hein, dans un ordinateur portable, ça va encore. Évidemment, c'est pas une vraie carte graphique qui va vous donner des méga performances, mais il se débrouille plutôt bien. Après, on a le UHD Graphics qui est beaucoup moins intéressant. Et puis après, la première vraie carte graphique AMD, la RX 580, qui continue de survivre après autant d'années, évidemment. La 570 ensuite. Et puis vous avez la 5700 XT qui reste toujours une très bonne valeur. Si vous l'avez, franchement, c'est toujours une très bonne carte graphique. Je me demande... Ah oui, la RTX 3090 est juste là, pour ceux qui se demandent. Et elle représente... du coup, en novembre, elle représenterait 0,53% des cartes graphiques sur Steam. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Comparé à 6,27% pour la GTX 1650. Ensuite, on parle toujours de cartes graphiques et on a des rumeurs sur les supposés specs de la RTX 4060 Ti qui arriverait, certainement, à mon avis, le plus probable, ce serait mars 2023. Il y a souvent des lancements de cartes graphiques en mars, donc ça me semblera assez probable. Peut-être février avec un peu de chance, on verra bien. Dans tous les cas, elle aurait 4352 coups d'accord et 8 Go de mémoire et un TDP de 220 watts. Le TDP, je ne sais pas si c'est vraiment 220 watts, honnêtement. Et un autre truc intéressant, c'est que j'utilise toujours apparemment le connecteur CEM5, qui est le connecteur 12 pins ou 16 pins, selon à qui vous demandez. Donc oui, une carte graphique qui n'a pas du tout besoin du connecteur 12 pins l'utiliserait quand même. Genre, littéralement, s'il a un TDP de 220 watts, elle aurait juste besoin d'un seul connecteur 8 pins. Donc pourquoi mettre le connecteur 12 pins? Je ne vois pas trop de raison. Bref. Un autre truc aussi que certains vont être en mode « Oh, ça, c'est pas très bon. » Bon, déjà, la 8 Go de RAM. Alors, 8 Go de RAM, maintenant, ça va encore. Mais le truc, c'est que déjà, les jeux vont demander de plus en plus. Et puis surtout, si elle a la 8 Go de RAM, alors combien va avoir la 4060? Bon, peut-être qu'ils vont faire encore comme avec la 3060 et qu'ils vont mettre 12 Go dessus, sans aucune raison. C'est peut-être probable, ça aussi. Mais bon, 8 Go de RAM sur une carte graphique qui va être certainement chère. Parce que, vu les prix actuels de la 4080, la 4060 Ti, elle va être à 600-700 € facile. Genre, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, 8 Go de RAM pour 600-700 €, pas très bon. Vous avez la 6900 XT pour ce prix-là qui a 16 Go de RAM. Donc, what the fuck, Nvidia. Et puis, si vous voulez que cette carte soit un peu future-proof, évidemment, c'est pas bon, 8 Go de RAM. Et du coup, un autre truc aussi, c'est le 128 bits. Une largeur de bus de 128 bits avec une bande passante qui serait de 288 Go. C'est pas grand-chose, en vrai. C'est genre vraiment pas grand-chose pour une carte moderne. Après, il y a évidemment des technologies de compression
qui permettent en fait à la carte graphique de, même si elle n'a pas plus de bande passante qu'une carte graphique qui date de v'là 5 ans, elle fait quand même mieux. Mais ça fait quand même un petit peu mal de voir ça, je trouve. Mais bon, tenez-en compte. Par exemple, la 4090, elle a pas beaucoup plus de bande passante qu'une 3090, alors qu'elle est clairement beaucoup plus puissante. Donc c'est juste pour dire que c'est pas juste... Il faut pas juste regarder ce chiffre et être en mode « Oh, elle va être merdique ». Même si à une époque, on pouvait un peu... vraiment, à une époque, on pouvait juger la puissance d'une voiture, j'allais dire, d'une carte graphique selon la bande passante mémoire. Parce que souvent, la bande passante mémoire était ajustée selon son niveau de performance. Mais là, moi, je vous le dis, depuis quelques années, c'est plus possible de le faire, ce calcul-là, parce que, ben, tout simplement, ça marche plus exactement comme ça. Après, par contre, on pourrait faire une règle de 3 depuis le niveau de puissance de la 4080, qui utilise normalement les mêmes technologies de compression de mémoire, et peut-être déduire les performances de la 4060 Ti. On peut faire ça en vrai. Testons. Alors, la 4080 a une bande passante de 716,8 Go à la seconde, ce qui est en réalité pas trop mal quand on y pense. Et du coup, on peut aller voir le niveau de performance et on peut faire des calculs pas du tout scientifiques. Donc 716 divisé par 288, ça ferait 2,4 fois la bande passante. Donc ça fait une différence assez énorme. 248%, quoi. Donc si on regarde dans les chiffres de performance de la 4080, quelle carte est basiquement 2 fois moins performante? La 6700, la 3060 Ti. J'espère que ça va pas être le cas, parce que là, ce serait très mauvais. Non, la carte la plus proche, en réalité, peut-être divisée par 2, parce que je pense que la 4080 a plus de bande passante qu'elle n'a vraiment besoin. Ce serait la 3070 et une 4060 Ti qui serait aussi un peu plus puissante qu'une... Oh, vous avez aussi la 2080 Ti. Ça, c'est parfait pour Nvidia au niveau marketing. Ça, ils vont le faire. Achetez la 4060 Ti. Elle est plus performante qu'une 2080 Ti. Ça, d'un point de vue marketing, ils pourraient totalement le faire. Ils s'amusent toujours à comparer à des très vieilles générations à chaque fois. Ça, je le vois bien arriver. Donc, à mon avis, moi, je pencherais à peu près pour ce niveau de performance-là. Voilà. On verra bien. Hein. Aurélien du futur, tu confirmeras ça peut-être. Ce serait intéressant, franchement. Si j'arrive à deviner le niveau de performance, c'est un peu malheureux quand même. Mais ce serait... c'est malheureux si ce serait ce niveau de performance-là. Mais je pense honnêtement que ce serait pas loin de ça, honnêtement. Ensuite, nous avons une news au niveau de One X Player qui a annoncé le One X Player 2. Qui est 2 fois mieux, évidemment. C'est dans le nom, non? Pas vraiment. C'est évidemment une évolution du One X Player 1. Et c'est basiquement maintenant une Switch. Yep, vous ne rêvez pas. Ils ont rendu les contrôleurs détachables. Bon, je ne suis pas convaincu par ça. Enfin, c'est très, très cool. Mais le problème avec ça, c'est que normalement, les contrôleurs, ou plutôt la surface interne des contrôleurs permettait de mettre, par exemple, de la batterie, hein, et d'autres composants internes. Mais là, c'est plus utilisé pour ça. Donc, la batterie va être plus limitée. Peut-être le refroidissement aussi. C'est un peu le problème de la Switch, d'ailleurs. Si la Switch pouvait utiliser un peu plus l'espace dans les contrôleurs, peut-être qu'elle aurait une meilleure batterie, par exemple. Donc là, je suis pas convaincu. Ensuite, un autre truc que certaines personnes n'étaient pas convaincues, mais moi je suis convaincu, c'est qu'elle a un écran 8,4 pouces avec une résolution de 2560 par 1600 pixels. Donc c'est la même taille et la même résolution que le One X Player 1, donc c'est du 16 dixième. Et l'avantage du coup, ici, c'est que certaines personnes vont être en mode « Oh, c'est trop de pixels. Si tu fais tourner un jeu à une telle résolution, avec le chipset graphique intégré, ça va pas aller en fait. » Mais en fait, si, parce que 2560 par 1600, c'est exactement du 720p 16 dixièmes x2 en fait, ou techniquement x4 en termes de pixels. Donc, l'avantage ici, c'est que si vous lancez un jeu et que vous mettez en 720p, eh bien, votre écran, au lieu d'afficher 4 pixels de données, 4 pixels vont afficher ensemble un seul pixel. Donc, le scaling est parfait. Et ça, c'est très important parce que si vous affichez une image 720p sur un écran 1080p, vous pouvez déjà l'essayer pour ceux qui n'ont jamais fait. L'image va paraître un peu floue en fait. Genre, ça va pas être idéal. Parce que le problème, c'est que passer de 1080p à 720p, il n'y a pas un scaling en fait. C'est pas divisé par 2. C'est moins évidemment, mais c'est pas exactement divisé par 2. Et du coup, certains pixels sont en mode « Hey, qu'est-ce que je fais moi ?» Vous avez 2 pixels qui vont afficher un seul pixel du 720p. Et puis, il y a certains pixels qui vont afficher 1 pour 1. Et voilà, c'est très
très très met. Et ça vous donne justement cette image un peu floue. Ici, ça vous permet de jouer en 720p, donc c'est plutôt cool. Certaines consoles mobiles, notamment. Alors, le Steam Deck, eux, ils ont évité ce problème-là. Ils ont mis un écran 720p. Donc là, c'est bon, vous pouvez faire tourner vos jeux en 720p. Ils sont nets, nickel. Mais certaines autres consoles, ils ont mis des écrans 1080p. Et le problème, c'est que 1080p, c'est plus dur à faire tourner, évidemment. Et du coup, à côté de ça, vous vous retrouvez aussi avec une résolution qui n'est pas idéale pour repasser en 720p. Donc, ouais, plutôt bof. Donc là, personnellement, je préfère ça. 8,4 pouces, c'est évidemment très gros par contre, par rapport au Steam Deck et tout ça, mais c'est pour ceux qui aiment bien les gros écrans, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme spec à l'intérieur, pour ceux qui se demandent? Vous avez le fameux Ryzen 7 6800U avec une Radeon 680M, qui est certainement la puce graphique intégrée la plus puissante qui existe. Donc ça va. Et vous aurez des options 16 et 32 Go de RAM. Et vous pourrez aller de 512 Go de stockage à 2 Tera avec évidemment extension à mon avis via microSD. Un écran, comme j'ai dit, de 8,4 pouces. Une batterie de 65 Wh. C'est en réalité pas trop mal pour la taille, franchement. Ok, je suis un peu étonné. Et il y aura aussi du Quick Charge. Ça, c'est plutôt cool. Donc vous pourrez recharger 50% de la batterie en seulement 40 minutes. Donc ça, c'est une bonne chose. Évidemment, Powerbank Support. Bon, ils disent Powerbank Support, mais je suppose que ça veut dire que l'USB Type C sur l'appareil, tout simplement, supporte le Power Delivery. Donc, vous pourrez brancher une Powerbank qui peut alimenter l'entièreté de la console, ou plutôt l'entièreté du PC, sans problème. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le SSD au format M.2, bien évidemment. L'écran tactile à 4096 levels de pression. Ça pourrait être un PC intéressant aussi, peut-être pour des artistes, en vrai, hein, je me dis. 8,4 pouces avec une telle résolution, genre vous pouvez faire des trucs sympathiques en termes de justement de graphic design, donc pourquoi pas peut-être. Si vous êtes justement si vous êtes je sais pas moi quelqu'un qui est dans le domaine et que vous devez je sais pas moi aller chez un client, au moins c'est très compact, vous n'êtes même pas obligé de prendre les contrôleurs, hein. Vous prenez juste la tablette. Et puis, vous pouvez vite fait dessiner un truc et montrer à votre client ou autre chose. Vous pourriez le faire avec une surface, évidemment, mais là, ça tient dans une main sans problème. La surface dans une main, c'est pas confortable. Donc, ça peut être intéressant. Et il y a pas mal de puissance dedans. Genre, vous pourriez totalement dessiner dans Photoshop et tout ça. Le processeur suit sans problème. Bon, la batterie, ça, c'est une autre question. Ça, il faudra voir. Mais bref, intéressant. Je sais pas, moi, personnellement, si j'y passerai. J'ai le One X Player 1. Perso qui était sous... Enfin, j'ai le One X Player 1 qui était sous processeur Intel. Marche plutôt bien. Pas idéal pour l'émulation des fois, parce que les processeurs Intel ont un peu plus de mal. Enfin, les GPU intégrés Intel ont un peu plus de mal, mais ça se débrouille quand même pas trop mal. Et j'utilise surtout pour l'émulation, pour ceux qui se demandent. Donc, yep. Notamment les anciens jeux Pokémon, en vrai. C'est principalement ça. Genre Pokémon... Quel est le dernier que j'ai joué dessus? Ben justement, joué à Pokémon XY dessus récemment. Je dois encore finir d'ailleurs ma partie dessus. Mais c'est principalement pour ça que j'utilise. J'ai pas trop fait de vidéos sur la chaîne d'ailleurs par rapport à tout ça, mais yep, je suis assez intéressé par les consoles mobiles. Et oui, évidemment, le Steam Deck, j'étais en mode, ça m'intéresse. Mais bon, j'avais déjà le One X Player, donc j'étais en mode, j'ai déjà le One X Player, je vais pas acheter un Steam Deck quand même. Donc peut-être le Steam Deck 2 quand il sortira, ça pourrait m'intéresser. Ensuite, une news que je ne m'attendais pas à traiter un jour. OnePlus va sortir un clavier. Ah! Un clavier mécanique avec un truc pour les Mac, enfin une disposition pour les Mac. What? Et c'est confirmé, hein. Si vous regardez sur leur site, c'est vraiment First Keyboard Created by OnePlus. Donc ouais, OnePlus va faire un clavier. Et ils l'ont même annoncé sur leur site américain, ce qui est encore plus notable. Parce que OnePlus fait d'autres produits que des smartphones, hein. Ils font notamment des TV et des écrans que vous pouvez acheter en Chine. Mais évidemment, ils ne les vendent pas aux États-Unis. Là, c'est par contre apparemment pour le marché américain. Donc, ok. Et ils voudraient faire aussi apparemment un clavier mécanique silencieux. Donc, ouais, on verra bien. Ouais, honnêtement, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que OnePlus qui fait une TV et un écran, c'est un peu comme un smartphone. C'est un truc technologique. Un clavier? Genre, ça sort de nulle part, selon moi. Genre, pourquoi un clavier? Peut-être qu'ils veulent se lancer dans les accessoires pour Mac et récupérer un marché comme ça? Peut-être.
Mais techniquement, ils sont en concurrence avec Apple, avec leur téléphone, donc vraiment du mal à comprendre. Donc, pourquoi pas, on verra. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Sama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.